Dans cet épisode, mon invité n'est autre que Aala, le blogueur qui se cache derrière gaijinjapan.org. Vous êtes certainement déjà passé sur son blog si vous avez tapé une fois Japon sur Google, et ça m'a fait vraiment plaisir de le recevoir sur VoyageCast. Figurez-vous qu'il a un projet qui s'appelle 10 000. Il va en parler durant le podcast qui a largement à voir avec la marche à pied. Et puis on s'est dit que ça pourrait faire un chouette épisode. Il a déjà commencé à s'entraîner à cette grande marche qu'il va faire, en faisant quelques jolies marches autour de Tokyo, notamment pour aller jusqu'au mont Fuji. Quelles sont les belles marches à faire au Japon? Qu'est-ce qui est intéressant? Ou encore quelles sont les rencontres qu'on y fait? Aala nous dit tout durant ce podcast. Et ce jour-là, sans raison particulière, je décidai d'aller courir un peu. Alors j'ai couru jusqu'au bout de la route, et une fois arrivé là, je me suis dit que je pourrais courir jusqu'au bout de la ville. Le président Carter, souffrant de la chaleur, est tombé dans les bras des agents de sécurité. Et une fois arrivé là, je me suis dit que je pourrais courir à travers le comté de Greenbow. Puisque j'étais déjà allé si loin, autant courir à travers le grand état d'Alabama. C'est ce que j'ai fait. J'ai couru droit à travers l'Alabama. Puis, sans raison particulière, j'ai continué à courir. J'ai couru droit vers l'océan. Bonjour et bienvenue sur VoyageCast, ici Jonathan, et aujourd'hui j'ai le privilège d'être accompagné de Aala. Salut Aala. Salut Jonathan. Alors, où es-tu, cher ami? Voilà, maintenant tout de suite à Tokyo. Waouh, t'as de la chance à Tokyo. Alors on avait déjà pas mal parlé du Japon sur VoyageCast. C'est le pays duquel on a le plus parlé, puisqu'il y a 3 épisodes, ça doit faire à peu près 5 heures de podcast. C'est complètement fou. Mais voilà, c'est un pays intéressant et il y a des gens intéressants qui y vont. Toi, tu y es depuis une année, 2 ans? 3 ans le 6 mai. Et alors raconte-nous un peu juste, on va parler de marche à pied au Japon, mais raconte-nous pourquoi tu t'es bloqué là, parce que si j'avais compris, tu étais parti pour faire un tour du monde et t'es resté là-bas quoi. Ouais, c'est assez compliqué, hein. J'étais parti en novembre 2009, je devais juste faire quelques pays pendant... Enfin, à la base, je devais juste partir 1 an pour l'Australie. Et après, un ami a commencé à me dire, oui, mais t'as les billets tour du monde, tu devrais en profiter. Donc ça s'est formé entre de l'Australie à Hong Kong, Macao, puis 6 mois sur l'Australie, puis 2 semaines en Nouvelle-Zélande, à peu près 6 mois au Canada et États-Unis, puis retour. Sauf que je suis arrivé au Canada, coup de foot pour le pays. Au lieu de rester 6 mois, je suis resté 1 an. Puis après, je commençais à me poser des questions, à me dire oui, mais j'ai pas envie de rentrer en France, j'ai pas envie d'arrêter de voyager. Et j'ai découvert le permis vacances-travail pour le Japon. Donc je me suis dit, bah bingo, je vais partir là-bas, je connais rien du tout. Je connais pas la langue, je connais rien. Je suis venu là, je devais rester 1 an. Et c'était en mars 2011 et je suis encore ici. D'accord. Mais le PVT, c'est pas plus court, c'est 2 ans, non? Non, normalement c'est 1 an, le PVT. Mais en fait, j'ai fait mon PVT d'1 an au Japon. Je suis rentré en France, j'ai récupéré un visa étudiant et je suis revenu au Japon pour apprendre le japonais pendant 2 ans. Donc voilà, quoi. C'est un peu comme ça que je me suis retrouvé au Japon et à y rester alors que c'était pas du tout prévu, quoi. Ok, ben c'est génial en tout cas. Et puis on peut te suivre sur ton blog gaijinjapan.org. Enfin, si on a tapé Japon sur Google, on est forcément tombé sur toi. C'est vraiment. Enfin, il y en a d'autres, blogs sur le Japon, mais c'est quand même largement un des plus connus. On aime bien te suivre. Et justement, ce coup-ci, alors, on avait prévu de faire un épisode sur le travail au Japon. On va le faire d'ici quelques mois. Tu as un guide qui est vraiment excellent. Alors, tu es en train de redesigner, pardon. Mais je l'ai trouvé très intéressant. Voilà, parce finalement, on parle tous du Japon. Enfin, souvent par les mangas, par les films, etc. Et puis on connaît très peu la vie sur place, comment les gens vivent, comment les gens travaillent, avec des petits trucs justement dans la vie normale qui sont vraiment intéressants. Mais cette fois-ci, on va parler plutôt de la marche à pied. Alors, bon, je sais pas, moi, quand on parle du Japon, je pense à ces grands trains hyper rapides. Pourquoi tu vas à pied? Enfin, c'est bizarre, non? Ça peut paraître bizarre, mais en fait, depuis tout petit, j'ai toujours adoré marcher, je sais pas pourquoi, ou voire même courir. Bah, quand j'ai fait ma première année au Japon, au bout de quelques mois, je commençais à réfléchir. Je me disais, mais j'en ai marre de juste prendre l'avion, arriver dans un nouveau pays, aller voir tel et tel endroit, rencontrer des gens et autres. Je voulais juste faire quelque chose de différent. Et en fait, vraiment, mais je dirais par chance, quoi. En ouvrant mon compte Facebook un matin d'octobre 2011, je suis tombé sur un article qui parlait de Jean Béliveau, qui est un Québécois qui venait juste de terminer son tour du monde à pied de 11 ans. Et donc là, je me suis dit, ah ouais, ça c'est pas mal, quoi. Et ça a commencé à pas mal trotter dans ma tête et tout. Et au final, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas
Bon, pas partir faire un tour du monde à pied de 11 ans, parce que ce serait un peu long, mais pourquoi pas faire ça au Japon, quoi. Tenter le coup et voir ce que ça donne. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je suis arrivé à décider de partir faire le tour du Japon à pied et non pas en train. On va en parler après de ton projet, qui est celui pour 2015, si je me rappelle, 10 000 km à pied sur le Japon. C'est ça. Pour se faire une idée, parce que moi, j'avais aucune idée de la taille du Japon. Toi, tu vas carrément traverser le Japon en long et le refaire en sens inverse, en fait. C'est ça, je vais faire la boucle, en fait. Pour donner un ordre d'idée, le Japon, il y a à peu près 7000 îles, un peu moins de 7000 îles. Et quand tu les cumules toutes, ça fait la taille de l'Allemagne, à peu près. Ouais, donc c'est pas si grand que ça, en fait. Non, c'est assez petit. Entre le point le plus au nord et le point le plus au sud, tu as 2860 km, en sachant que c'est pas très très large en soi. C'est beaucoup plus petit que la France. Ok, donc du coup, voilà pourquoi l'aller, le retour, et puis quelques zigzags un peu, pour passer dans c'est des 47 provinces, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est un peu de partout, dans toutes les préfectures du Japon. En tout cas, c'est un beau projet, on va te suivre et on va parler un peu à la fin comment te suivre justement. Pour l'instant, tu as déjà commencé un entraînement, on peut dire un peu. On va commencer par Tokyo. On en avait un petit peu parlé justement sur VoyageCast. Mais toi, t'as fait un truc vraiment sympa que je ne connaissais pas du tout et que j'ai connu grâce à ton blog. C'est une organisation d'une sorte de course qui se passe un jour précis dans l'année, en fait, autour du métro, c'est ça? Déjà, Tokyo, c'est pas une ville, en fait. En soi, c'est une préfecture donc, qui est composée de 23 villes. Et en fait, on parle du centre de Tokyo par la Yamanote Line. La Yamanote Line, c'est la ligne de train qui fait tout le tour du centre de Tokyo, soit à peu près 40 km de circonférence, ce qui représente à peu près Paris, grosso modo. Tu as une association qui fait 2 fois par an, en avril et en septembre, ce qu'ils ont appelé le Yamaton. Donc pour collecter des fonds pour venir en aide à d'autres associations et compagnies. C'était il y a 2 ans de ça, avec des amis, on voulait le faire, mais malheureusement on n'était pas disponible ce jour-là. Donc on a décidé de faire notre propre Yamaton, entre guillemets, et donc de faire le tour de la Yamanote Line à pied. Alors c'est intéressant à faire parce que c'est vrai que j'en avais pas vraiment entendu parler, puis on se dit si on a quelques jours à passer sur Tokyo, ça peut être un bon moyen justement de connaître la ville, mais c'est vraiment une bonne idée ou pas? Bah, en soi, déjà c'est physique. Ouais, 50 km, oui quand même. À peu près 50 km, il faut être capable de les tenir. Parle de combien de temps juste avant d'aller plus loin? À peu près 12-13 heures de marche. Ouais, quand même. En comptant les pauses, bien sûr. Si t'es touriste à Tokyo, que t'as un peu plus d'une semaine sur place, ça peut être sympa à faire en 2 jours. Parce que l'avantage que tu as autour de la Yamanote Line, c'est que t'as plein d'endroits où tu peux dormir pour pas très cher, entre, je dirais à peu près 10 € la nuit dans ce qu'on appelle les mangakisa, les internet cafés. Donc tu peux prendre un stop de quelques heures, dormir dedans. Il y en a même qui proposent des douches et autres. Et si tu veux te taper le délire de découvrir Tokyo autrement, en 2 jours, je pense que ça peut être très sympa. Parce que tu peux prendre ton temps, découvrir des quartiers, des stations que tu n'aurais pas découvert si tu suis juste les guides habituels. Ce qui m'a semblé étrange en te lisant, c'est que vous avez réussi à vous perdre. Alors, je vais rien dire parce que moi, je me perds tout le temps dans tous mes voyages, même si j'ai tout le temps des cartes et tout ça. Je dis une ligne de métro, ça doit être facile à suivre, tu vois. Et pourtant, vous avez réussi à vous perdre. Est-ce que c'est justement pour les auditeurs, est-ce qu'il faut quand même se renseigner un peu avant Pas nécessairement. En fait, la première fois, parce que je l'ai fait en tout 3 fois la Yamanote Line à pied, et c'est la première fois où on s'était perdu. Et c'est parce qu'on est arrivé dans le sud en fait de Tokyo. Il y a toute une zone qui est un peu industrielle, donc il y a quelques petites usines et ce genre de choses. Et donc tu t'éloignes de la ligne de train de la Yamanote Line. Tu la vois plus, tu l'as plus du tout en visuel. Et c'est là où on s'est perdu. Et en fait, c'est à ce moment-là, pour la petite anecdote, on s'est rendu compte que les Japonais sont très nuls en orientation, même avec un GPS. On avait beau leur demander, on a dû demander à 5 ou 6 personnes différentes, et à chaque fois on nous a donné la mauvaise direction. Ouais, bon, ça fait partie du voyage en même temps, puis c'est pas si grave, je pense, de se perdre à Tokyo, on est d'accord. Franchement, c'était cool au final. Une autre question, c'est que de la ville ou est-ce que t'as des espaces de verdure? On a de la peine un peu à s'imaginer parce qu'on se dit si c'est 50 km autour de buildings, bon, ça va peut-être moins faire plaisir à certains auditeurs. T'as quand même dans un endroit sympa C'est essentiellement du building, hein. Donc beaucoup parce que t'es très proche de la station, donc t'as beaucoup de grandes tours à chaque fois que t'es proche des stations. Puis après, t'as quelques petites stations où t'auras plus des petites habitations, des petites maisons, des choses comme ça, mais pas vraiment d'espace de verdure ou ce genre de choses, hein. C'est Tokyo, quoi. C'est du béton un peu de partout. Bon, ça peut être sympa aussi quand même. Et puis bon, voilà, découvrir la ville, c'est aussi découvrir ce qu'elle est.
Est-ce qu'il y a des trucs, alors tu vas pas trop nous spoiler parce que sinon on va plus avoir envie de le faire, mais quelques petits trucs sur la route qui t'ont étonné, qui valent le coup justement et que t'as découvert grâce à cette marche-là? Ouais, c'est plus des petites anecdotes, des petits panneaux. Par exemple, je sais pas si tu connais un peu les systèmes des love hotels. On en avait parlé un petit peu, mais pour ceux qui n'ont pas écouté, est-ce que tu peux nous résumer ça en quelques phrases? Au Japon, ils ont pas beaucoup de place dans les maisons. Et en général, dès qu'ils commencent à sortir avec une fille ou ce genre de choses, ils vont très régulièrement dans ce qu'on appelle des love hotels pour passer à l'acte. Donc c'est des hôtels que tu loues pour 2 ou 3 heures la chambre et tu fais ce que tu as à faire et après tu rentres à la maison. D'accord, ouais. Donc voilà. En faisant la Yamanote Line, il y a 2-3 stations qui sont réputées pour les love hotels, dont une, je te dirai pas le nom parce que tu n'arriveras pas à le retenir. Mais juste au cas où, Ugu Isudani. Non, en effet, je m'en rappellerai pas. Et là-bas, t'as à peu près 150 ou 200 love hotels, je dirais, à vue d'œil. Ouais, c'est pas mal. Quelques stations plus loin, on était tombé sur un love hotel où il y avait un panneau et c'était écrit en anglais. Bon, je vais donner la version française. Il est interdit de rentrer dans le love hotel avec les femmes étrangères attendant sur le trottoir. T'as quand même des prostituées alors dans le coin et donc si tu rentres avec une japonaise, y a pas de souci en fait. C'est ça. Mais si tu rentres avec une femme étrangère qui attendait pas sur le trottoir, donc ça devrait aller aussi, je pense. Je me demande un peu comment est-ce que tu fais pour être sûr comment le gars a fait pour être sûr que les règles sont respectées, mais bon. Surtout qu'il n'y avait pas de trottoir devant l'endroit, il y a juste une petite route. C'est assez particulier. Ouais. Bon, peut-être du coup les Miss qui étaient devant, elles ont changé de place, tu vois. Ouais, elles sont passées de l'autre côté. Bon, ouais, d'accord, c'est étrange, mais ça fait partie de la vie, d'une partie de la vie japonaise. C'est des petits trucs que tu vois comme ça. Bon, il y en avait plein, des petits. C'est essentiellement des petits panneaux, des choses comme ça où tu vas rigoler parce que c'est formulé d'une façon assez étrange, assez bizarre. La chose qui nous aura un peu plus marqué, c'est il y a une station qui est un peu le Koreatown de Tokyo où il y a un restaurant où on mange du chien. Ah d'accord, c'est ça que tu avais dit dans ton blog justement. Je m'étais dit mais qu'est-ce que tu manges? Du chien? Ouais, bon, ils en mangent aussi en Chine, mais c'est pas très commun quand même au Japon. Hein. Alors, c'est pas les Japonais en fait. Déjà c'est dans le Koreatown, donc c'est un quartier coréen et c'est un restaurant chinois. Et les chiens viennent de Chine. Nous ça nous avait choqué, plus surpris je dirais, parce qu'on s'attendait pas à trouver ça au Japon, mais en fait tu peux le trouver quoi. Ouais, dans des grandes villes, oui, mais c'est vrai que c'est étrange, ouais, mais pourquoi pas, hein, si on n'a jamais été en Corée pour tester du chien, on peut en profiter. Oui, d'accord. Et je me demandais aussi un truc, c'est comment est-ce que les gens réagissent? Parce que bon, là c'est pas vraiment très visible, peut-être que tu fais de la marche à pied, t'as un petit sac à dos, mais est-ce que les Tokyoïtes, ils marchent aussi, ou ils trouvent étrange que tu marches? Comment ça se passe avec les gens? Franchement, chaque fois qu'on a fait la Yamanote Line à pied, il n'y a pas trop d'interaction avec les gens dans Tokyo. Hein. Même déjà dans la vie de tous les jours, les gens ne te regardent même pas, ne te sourient même pas, ne te parlent pas. Alors, tu sais, ils voient juste marcher, ils savent pas ce que tu fais. Hein. Ils s'en foutent complètement, ouais. Ouais, ils s'en foutent royal, mais alors, vraiment royal, quoi. Ok, bon, tant pis pour les interactions, alors. C'est Tokyo, après, c'est très particulier. Hein. Et puis, d'un côté aussi, on n'avait pas de signe, on n'avait rien du tout pour dire qu'on marchait. Ils peuvent pas le deviner non plus, quoi. Peut-être si t'as un gros sac à dos, peut-être ça interpelle un peu plus. Ouais, si on avait eu un panneau marqué où on est en train de faire le tour de la Yamanote Line à pied, je pense que là, ça aurait plus interpellé. Parce que pour le coup, alors tu l'as refait. Alors on va quitter la Yamanote Line. J'arrive jamais à prononcer les mots, c'est terrible. Tu as fait d'autres marches, hein, bien sûr, pour te préparer. Dont une que moi, je sais pas, elle évoque le rêve quand on parle du Mont Fuji. Toujours, hein, c'est un endroit que j'ai envie d'aller voir. Hein. Il me tarde de le faire. Tokyo, Mont Fuji à pied, ça fait combien de kilomètres? Ça se fait en combien de temps? Alors, normalement, ça fait 150 kilomètres à peu près. Sauf que moi, j'en ai fait 170. T'as fait des petits détours, c'est ça? Ah, j'ai eu la malchance de tomber sur la mauvaise route et d'avoir revenir en arrière, en fait. Y a pas de GPS au Japon? Ah, si, il y a du GPS, mais il te dit pas quand tu tombes sur une route de montagne en zigzag sans trottoir. Ah oui. Donc, dû refaire un extra de 20 kilomètres, mais bon. C'est les aléas de la marche, hein, c'est toujours fun. Ouais, puis ça te permet des fois de tomber sur des trucs intéressants aussi quand même. Là, tu l'as fait en combien de jours pour le coup, 150 kills? Je crois que c'était en 5 ou 6 jours que je l'avais fait à l'époque, en plein été. Oui, tu avais choisi pas forcément la saison la plus facile pour le faire. Hein. T'avais beaucoup bu d'ailleurs, hein. Tu disais 12 à 15 litres par jour, pas mal. Ouais. Hein. En fait, j'avais fait exprès de partir en plein mois d'août pour me dire je vais le faire
en conditions un peu extrêmes parce qu'il faisait à peu près 38-40 degrés tous les jours. Voir justement comment ça se passait à ce moment-là et comment je pouvais gérer et autres, quoi. Et j'aurais appris pas mal de choses d'ailleurs. Là aussi, alors tu sors de la ville de Tokyo, hein. Tu fais combien de temps à en sortir de la ville de Tokyo d'ailleurs? Parce que c'est grand, tu nous l'as dit, hein. Tu fais une journée à peu près. J'ai dû arriver. Enfin, si je me rappelle bien, j'étais parti vers 4 heures du matin de chez moi, donc dans le nord de Tokyo. Pour sortir, donc moi j'allais direction sud. Il a fallu que je traverse une bonne partie de Tokyo et j'ai dû en sortir vers 13h ou 14h à peu près. Ouais, donc une bonne dizaine d'heures dans la ville. Bon, j'avais fait quelques stops et tout entre temps, mais ça prend très longtemps pour sortir de Tokyo. Hein, c'est sympa, je trouve que quand tu marches, justement, ça te donne pas une grandeur en fait aux choses. Parce que c'est vrai que c'est vite traversé en train, etc. Et quand tu marches, tu te rends compte que c'est vraiment, vraiment grand, quoi. C'est immense. Hein. On s'en rend pas compte comme ça à Tokyo, mais c'est juste immense en fait comme ville, quoi. C'est hallucinant. Mais c'est ça qui fait son charme aussi d'un côté. Il y a des grandes villes qui sont super intéressantes. J'ai jamais été à Tokyo, mais Tokyo a l'air d'être une ville quand même très intéressante à vivre, avec beaucoup de choses à faire. C'est sympa. Puis bon, c'est le Japon. Je pense que c'est pas vraiment les mêmes. Tu vois, j'étais à Manille dernièrement aux Philippines et c'est une grande ville. Et bon, j'ai jamais été à Tokyo, mais à mon avis, c'est quand même beaucoup plus agréable de vivre à Tokyo. Tu vois, il y a des coins sympas à Manille, mais globalement, c'est une ville qui est un peu pourrie. Tu vois, je veux dire. C'est pas une ville très agréable et pour le coup là on l'avait j'ai traversé en bus pour monter aux montagnes parce que c'est aussi plein de villes qui sont regroupées, tu vois, et vraiment tu fais je sais pas, tu fais 6 heures de car pour la traverser cette ville. Enfin à pied ça doit être l'horreur, hein. 6 heures de car pour traverser une ville? Ah non, mais je te jure, ça m'a halluciné, quoi. Je regardais par la fenêtre et c'était toujours de la ville. C'est hallucinant tellement c'est grand. Bon, peut-être nuance, hein, quand je dis 6 heures en car, c'est avec le trafic de Manille, tu vois, où des fois ça avance pas, donc tu vois la distance, je sais pas vraiment, mais c'est très très étendu et ouais, c'est globalement très moche aussi. Après, si tu prends par exemple Tokyo, tu vois, il m'a fallu quasiment une dizaine d'heures pour sortir de la ville à pied. En transport, tu sors peut-être en 2 heures à peu près, quelque chose comme ça. Mais quand j'ai fait mon Tokyo Fuji à pied, j'ai peut-être dû mettre 3 jours pour quitter l'agglomération de Tokyo. Parce qu'il faut traverser toutes les villes qui sont à côté. Et qui sont rattachées. Ouais. Et pendant 3 jours, je marchais, j'avais que de la ville. J'ai pas eu un espace sans ville pendant ces 3 premiers jours. Tu me dis que Tokyo Fuji, c'est 5 jours, et que les 3 premiers jours, t'es que dans la ville. Ouais, c'est ça. Mais vraiment que dans la ville. Tout le long. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que t'as Tokyo, et puis juste en dessous, accolé à Tokyo, t'as Yokohama, qui est la deuxième plus grande ville du Japon. Donc t'as les deux plus grosses villes du Japon qui sont côte à côte. Donc t'as toute une partie d'agglomération comme ça à traverser en fait. Et ce qui est frappant justement, je pense que c'est par rapport à ça aussi, c'est que c'est finalement dans les 2 derniers jours que t'as vu le mont Fuji. C'est le dernier jour même que j'ai aperçu le Fuji. Il arrêtait pas de se cacher. Tu vois, sur beaucoup de photos, tu vois, alors je sais qu'on parle souvent de ça sur VoyageCast, que les photos et la réalité c'est des fois différent, mais moi j'ai l'impression que tu vois que tu pourrais marcher une semaine en direction du mont Fuji en le voyant tout petit au loin, puis plus grand, tu vois, enfin je sais pas, comme quand tu marches vers une montagne, tu vois, tu la vois depuis très loin, c'est un objectif, et là du coup tu l'as pas du tout. Non, parce qu'en fait, moi quand je suis parti en direction sud, j'ai pas pris la route qui est plus directe, qui elle fait à peu près 120 km. À titre d'information, c'est la route numéro 246, c'est celle qu'on prend en bus pour aller au Fuji. Moi j'ai pris la route numéro 1, qui en fait elle s'appelle la Tokaido, et c'est en fait une route historique qui relie Tokyo à Kyoto, donc un peu plus de 500 km. Et à l'époque d'Edo, donc l'ancien Tokyo, il y a plusieurs siècles de ça, les gens empruntaient la Tokaido pour partir de Kyoto pour revenir à Tokyo à pied. Et ça leur prenait 2-3 semaines à peu près à l'époque. Donc je me suis dit, je vais partir par la Tokaido, donc la route numéro 1, pour rejoindre le Fuji. Et c'est pour ça aussi que je l'ai pas eu en ligne de mire, parce que j'ai fait toute une sorte de boucle pour longer la côte et remonter vers le Fuji, qui lui n'est pas du tout vers la côte. Donc peut-être par l'autre route, tu aurais vu plus précisément le mont Fuji en fait. Je pense, ouais. Puis il se cachait aussi derrière les nuages aussi, pendant pas mal de temps. Ouais, bon, ça c'est la météo, c'est pas de chance. Et pour le coup, alors, tu as rencontré plus de gens peut-être parce que tu étais un peu dehors de la ville. Là, je pense que t'avais un petit peu de matos, donc ça se voyait quand même que t'es allé là-bas. Est-ce que t'as pu rencontrer des gens aussi, avoir des petites expériences comme ça sur la route? En fait, j'avais un tout petit sac à dos, donc je pense pas que je passais vraiment pour un marcheur. Donc tu voyages léger. Ouais, ce jour-là, je voyageais léger.
Mais enfin, ce trajet-là, je voyageais plutôt léger. Et j'avais juste un petit sac à dos et mon sac en bandoulière pour mon appareil photo. Donc je pense pas que je passais vraiment pour un marcheur, mais j'ai quand même pu rencontrer des gens. Je crois que c'est le troisième ou quatrième jour. Il me semble que c'était le troisième soir. J'étais arrivé dans une petite ville vraiment au sud de Tokyo, en bord de mer. Et je commençais à regarder pour trouver un endroit où dormir, parce que les soirs d'avant, j'avais dormi donc dans ce que je te disais tout à l'heure, là, les manga kissa, les internet cafés, parce que tu payes à peu près 10 € et tu peux dormir dedans, t'as boisson à volonté et t'as la douche. Et là, j'arrive donc dans une petite ville, devant une petite gare, et je regarde autour de moi et il y a rien. Et là, je commence à me dire merde, où je vais dormir ce soir. Je m'assois sur un banc. Là, je vais te raconter une petite anecdote que personne ne connaît encore. Donc, je m'assois sur un banc tranquille et tout. Il devait être quoi? Il devait être à peu près 21h30, 22h. Il faisait super chaud. Et là, d'un seul coup, à peine 1 mètre de moi, je vois un énorme insecte sur le sol. Mais vraiment énorme le truc, hein. Ça me fait un peu des frissons dans le dos et tout. Et je le vois qui s'approche de moi. Donc je me lève et je le touche légèrement et je vois qu'il se retourne sur le dos et qu'il n'arrive plus à bouger. Donc je me dis bon bah tant mieux, je peux me rasseoir. Je me rassois. Quelques secondes après, je sens un truc qui monte sur ma jambe. Et quand je regarde, je vois c'est la grosse bête qui était à côté. Donc ça m'a fait partir en courant. Et en fait heureusement, parce que quand je suis parti en courant, limite presque en criant, hein, j'ai pas crié mais presque pour le faire partir. Je suis parti et tout. Je me suis dit bon bah vas-y, maintenant je suis levé, je vais me chercher un endroit pour dormir. Et en marchant, je tombe sur un japonais. Je le regarde, je lui demande est-ce qu'il n'y a pas un internet café ou un McDonald's à côté? Il me fait non, il n'y a rien du tout à au moins 5 kilomètres. Il me fait mais pourquoi? Je lui fais je cherche un endroit où dormir. Il me fait t'es touriste? Je dis non, je suis juste Tokyo, Mont Fuji à pied. Et là il me regarde avec des yeux mais comme pas possible. Je fais non, c'est pas vrai. Je fais si. Il me fait mais pourquoi tu fais ça et tout? Je lui explique un peu légèrement en japonais hein, la conversation. Et il me regarde, il me fait bon bah tu sais quoi, ce soir tu viens dormir chez moi. Ah ouais, sympa. Ouais, super sympa. Surtout que c'est rare ça au Japon, non? Enfin, les gens, est-ce que c'est un truc qu'ils font facilement ou Non, en général, les Japonais ne parlent pas trop avec les étrangers. Enfin, les étrangers, même avec en général, hein, les personnes qu'ils connaissent pas. Et encore moins inviter des gens chez eux, même chez leurs amis et autres. En général, ils invitent pas trop de gens chez eux. Donc, ça m'a bien surpris ce soir-là. Et donc, au final, on allait récupérer sa fiancée à la station. Ils m'ont acheté à manger, ils m'ont ramené chez eux. Enfin, j'ai pu me prendre une bonne douche. Ils m'ont bien traité et tout. Franchement, c'était super cool, quoi. Ah, c'est génial, ça doit faire plaisir, ça, parce que alors, passer la nuit dehors, bon, tu me disais, c'était en été, c'est peut-être pas si grave que ça, mais. Moi, j'avais prévu de dormir sur la plage, au pire des cas, donc ça allait. C'est pas non plus, j'allais pas mourir, hein. C'était mieux de dormir dans un bon grand appartement, bien climatisé et tout, quoi. Et en plus, c'était super cool, le gars, donc c'était pas mal. C'est un point qu'on avait abordé déjà sur VoyageCast, mais les Japonais parlent pas vraiment forcément facilement anglais, c'est ça? Non, ils parlent pas du tout. C'est un truc qui paraît étonnant, hein, parce que c'est une grande mégapole, on se dit tout le monde parle anglais, et en fait non. Du coup, c'est vrai que pour les interactions, c'est peut-être moins évident. Alors toi, tu connais le japonais, hein, c'est quand même un petit peu plus facile, t'as cette barrière de la langue qu'il n'y a pas, mais c'est peut-être quand on marche à pied, c'est un truc à se souvenir, hein. Ouais. L'anglais nous sort pas forcément toutes les situations. Après, il y en a toujours qui arrivent à bidouiller quelques mots en anglais, hein, ça va, c'est pas non plus... Enfin, surtout aux alentours de Tokyo ou des grandes villes, je trouve toujours des gens qui arrivent à bidouiller un peu en anglais. Après, faut dire, la majorité ne le parle pas. Hein, si tu bidouilles pas en japonais, t'es dans la merde, pour être poli. Ok, bon, voilà, apprenez le japonais avant d'aller marcher au Japon. Ouais. D'accord, alors après, voilà, tu as fait cette rencontre-là. Le Mont Fuji, tu as été jusqu'en haut aussi? En fait, je me suis arrêté à la 5e station du Mont Fuji, parce qu'en fait, le Mont Fuji marche en nombre de stations, et la 5e, c'est celle où les gens arrivent en bus et font l'ascension jusqu'à la 10e station, le top. Mais faut savoir que moi, je suis arrivé avec 170 km dans les jambes, et je m'étais tapé les 2 derniers jours, je m'étais tapé des pentes à 14%, donc c'était assez lent, sur plusieurs dizaines de kilomètres. Et en fait, comme je te disais un peu tout à l'heure, normalement, c'était 150 km, tu vois. Et moi, j'en ai fait 170 parce qu'il y a un jour où je suis tombé sur une mauvaise route. Il a fallu que je revienne en arrière. Et ce qui s'est passé, c'est que ce jour-là, c'était l'avant-dernier jour de marche. Je me suis retrouvé avec donc 20 km de plus à faire. Je me suis retrouvé en haut des montagnes avec rien autour de moi et la nuit qui tombait. Ouais. Donc, il a fallu que je termine peut-être une dizaine de kilomètres au pas de course avec des pentes à 10, 12, 14% et 12 kilos sur le dos. Et de nuit, enfin en soirée, quoi. C'était en fin d'après-midi. Ça va, je suis arrivé en fait dans la
la grosse ville avant le mont Fuji qui s'appelle Gotemba. Je suis arrivé là-bas, la nuit tombait. Je suis arrivé là-bas genre à peu près à 7h, 7h30 du soir. Et si j'avais pas couru, je me retrouvais en fait tout en haut de la montagne avec des zigzags et des voitures qui passaient dans les zigzags. Pas terrible, hein. C'est pas le truc où on a envie de rester croché. Non, pas du tout. Parce que alors, 5e station, c'est 2000 mètres, c'est ça? Ouais, c'est à peu près 2000 mètres, en sachant que lui, il en fait 3600 et des poussières. Ouais, enfin, c'est donc déjà assez haut, hein. T'as déjà grimpé, quoi. Ouais, mes jambes s'en rappellent. En fait, il t'aurait manqué un jour pour aller jusqu'en haut, en fait. Parce qu'après, d'aller jusqu'en haut, ça fait à peu près un jour, non? En fait, j'aurais pu le faire ce jour-là. Moi, j'étais arrivé vers 4h ou 5h de l'après-midi à la station 5. Et ça prend quelques heures pour arriver parce que l'ascension se fait de nuit en général pour voir le lever du soleil. Et c'est ce que je veux faire. Mais en fait, quand je suis arrivé en haut, déjà d'une, j'avais la fatigue. J'avais 11 ampoules entre mes deux pieds. Donc ça tue aussi pas mal. Parce que j'étais parti avec des baskets un peu pourries, hein. Ouais, ça, c'est l'horreur, ça. À ne jamais faire. S'il y en a qui écoutent, ne faites jamais ça. Ouais, j'ai déjà eu fait 40 kills avec des chaussures qui étaient pas top, c'est déjà beaucoup. Ouais, ne jamais faire ça. Et ouais, donc je suis arrivé en haut et là je me retrouve avec une météo mais pourrie, mais comme pas possible. Des nuages gris de partout, aucune visibilité, rien du tout. Et je regarde, en utilisant mon téléphone, je regarde un peu la météo qui est prévue. Et c'est ce qu'ils avaient prévu sur 2 jours. Je dis laisse tomber, je suis arrivé à la station 5, j'ai fait la symbolique d'arriver au Fuji, j'entre. Ouais, de toute façon, aller en haut pour voir rien du tout parce que t'es dans les nuages, ça vaut pas la peine, je pense. Hein. Ouais, non, c'est pas... Moi, la symbolique, c'était vraiment d'arriver au Fuji, parce que le mont Fuji, je l'avais déjà monté l'année d'avant, j'étais déjà parti mais en bus de Tokyo jusqu'à la station 5, donc. Et de la station 5, j'avais fait l'ascension jusqu'à la station 10. Donc je savais ce qu'il y avait là-haut. Mais c'était surtout la symbolique d'arriver au Fuji à pied depuis Tokyo. Ouais, ça fait sympa. Hein. D'ailleurs, le mont Fuji, il est entouré de forêts. Hein. Ouais, la forêt des suicides. Ouais, voilà, justement, j'étais tombé dessus. Alors, je vous déconseille d'aller regarder des reportages là-dessus. Je trouve que c'est vraiment très, très glauque. Allez, juste 2 mots, parce que ça fait partie du truc un petit peu quand même. Ouais. Mais en fait, il me semble que c'est dans les années 50 ou 60, il y a un écrivain japonais qui avait écrit un livre et qui avait limite rendu le fait de se suicider dans la forêt entourant le mont Fuji comme quelque chose de super beau. Et donc, depuis tous les ans, t'as plusieurs centaines de personnes qui vont se suicider au mont Fuji. Et tous les ans, l'administration japonaise envoie des équipes pour ramasser les cadavres. Donc, c'est assez particulier. Hein. C'est une forêt qui est super dense. Hein. Ouais, où tu peux te perdre aussi. Hein. Je pense pas que c'est un truc où tu peux aller te promener comme ça pour t'amuser, hormis du fait que tu peux tomber sur des corps, ce qui est pas forcément ce qu'on aime voir en promenade. Enfin, j'étais tombé là-dessus, je ne sais pas pourquoi, tu sais, dans les recherches, on tombe toujours sur des trucs bizarres. Ouais, très très étrange. C'est assez particulier. Hein. Moi, ça va, j'ai marché tout le long de la route parce qu'il y a une route en fait qui traverse une partie de la forêt. Donc je l'avais sur les côtés la forêt, je suis pas rentré dedans. Mais ouais, tu vois qu'elle est super dense. Hein. C'est pas le genre d'endroit où t'as envie de rentrer et de te retrouver dans la nuit, quoi. Ouais, c'est fou parce que quand on voit le mont Fuji, justement, avant de le lire, j'avais jamais tilté qu'il y avait une forêt justement aussi dense comme ça. Il y a quand même des photos où, je sais pas, moi ça me fait penser plus à de la forêt vierge qu'à une forêt qui entoure une montagne. C'est impressionnant. Hein. C'est très vraiment étonnant. impressionnant. Donc oui, Tokyo, mont Fuji à pied, faisable si on est un minimum sportif quand même, hein, parce que là t'as fait plus d'une 30aine de kills par jour. Hein. J'étais monté jusqu'à 45 km le premier jour. Chose à ne pas faire non plus, hein. C'était pas préparé. C'était une mauvaise paire de baskets. Ne fais pas ça. Surtout qu'en plus, le premier jour, j'avais fait une connerie. J'avais mon sac appareil photo en bandoulière. Et j'avais je sais pas si tu vois les poches, là, les camelback. Tu sais, où tu mets de l'eau et t'as un tuyau qui sort. Ouais, c'est pratique, ça. C'est super pratique, mais il faut savoir comment le porter. Parce que j'avais mis ça, en fait, le camelback, et après, j'ai mis mon appareil photo, le sac appareil photo en bandoulière, puis après mon sac à dos avec mes affaires dessus. Et en fait, c'est que la lanière du sac à dos, elle s'est prise sur le tuyau du camelback et ça a appuyé sur mon épaule, en fait, toute la journée. Et je me suis retrouvé à terminer ma marche, en fait, avec une douleur comme pas possible au niveau de l'épaule. Je sais pas sur quoi ça a dû presser, mais un nerf ou un truc comme ça. Et je me suis retrouvé à marcher avec une douleur, mais atroce, quoi. Ne faites jamais ça aussi. Ouais, je pense qu'il est important sur la marche, j'en ai pas fait autant que toi quand même, mais on se rend vite compte que des tout petits détails, c'est ce qui va te bousiller ta journée, voire même ta marche, quoi. C'est un petit déséquilibre dans le sac, c'est un petit détail, un petit truc dans tes chaussures,
c'est bien de commencer crescendo en fait justement pour voir ces petits détails et éviter quoi, parce que c'est, je me rappelle mes chaussures étaient pas trop mal, mais je sais pas, il y avait un truc qui marchait pas et je sais pas, honnêtement pendant 3 semaines j'ai eu mal à la jambe juste parce que les chaussures étaient déséquilibrées quoi. Ouais, mais c'est comme ça qu'on apprend quoi. C'est clair. Ok. Donc tu conseillerais quand même pour ceux qui vont, alors à condition d'avoir du temps, bien sûr, hein, parce que ça prend quand même une semaine, on va le dire. C'est une marche intéressante à faire. Franchement, c'est une marche vraiment intéressante à faire. D'accord. Bah déjà d'une, c'est physique. Le seul truc, personnellement, je pense que je vous conseillerais de prendre plus la 246 qui passe à l'intérieur des terres, qui est plus rapide et qui passe plus par la nature que la Tokaido, celle que moi j'ai pris, parce qu'elle passe essentiellement par les villes. Et au bout d'un moment, c'est chiant. Faut dire ce qui est, hein. Avoir que des bâtiments autour de toi, c'est bien beau, mais au bout d'un moment, quand tu marches, t'as envie de voir autre chose, quoi. Ouais. À moins qu'on ait des podcasts sympas. Ouais, à aussi. écouter. Non, je dis ça pour rigoler, mais c'est vrai que moi, quand je marche comme ça, justement, pour éviter les paysages qui sont des fois ennuyants, d'avoir un livre audio à écouter ou de la musique ou des podcasts, hein, je le fais souvent, ça fait beaucoup plus passer le temps et ça évite l'ennui, quoi. Parce que dès qu'on commence à s'ennuyer, on commence à marcher plus lentement, du coup on y reste plus longtemps, c'est un peu le cercle vicieux, c'est très mental aussi à la marche, hein. D'ailleurs, tu en parles un peu dans tes billets. Bah, moi, c'est ce que j'allais faire, hein. J'avais une bonne grosse playlist de musique dans les oreilles et je marchais. Mais c'est aussi un truc qui me dérangeait parce que à force de marcher avec quelque chose dans les oreilles, je fais plus trop attention à ce qui est autour de toi. T'interagis beaucoup moins avec les gens. Et ça, c'est dommage, quoi. Tu peux zapper des rencontres. Ouais. Donc il faut arriver à trouver le bon compromis, en fait. C'est pas facile, hein. Tu vois, à la fin de la journée, t'as peut-être plus vraiment envie de discuter avec des gens parce que t'as juste envie d'arriver à ton truc. Donc là, écouter de la musique, c'est peut-être moins dommage, quoi. Il y a des moments où t'es un peu moins ouvert aux rencontres. Bah aussi, quand tu te retrouves dans la montagne, comme moi, perdu, il y a un moment où tu peux écouter de la musique, quoi. Et ça fait passer le truc. Ouais, ça te fait super bien passer le truc. D'accord. Alors bon, jolie petite marche comme ça. Tu as fait aussi Tokyo-Yokohama. Ouais. Alors là, c'est plus court, hein. C'est beaucoup plus court. Là, c'est 35 km. 35 km, on suppose que c'est que de la ville, alors. Ouais, là, c'est ville à 500%. Hein. Tu sors jamais de la ville et tu fais même pas la différence entre Tokyo et Yokohama. Tout le long, tu sais même plus où t'es. En fait, c'est bâtiment, 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 bâtiment. C'est intéressant quand même. C'est intéressant pour l'aspect défi physique. Pour l'aspect marche en soi, tu fais que de la route. Il y a pas grand chose d'exceptionnel. C'est pas aussi bien que la Yamanote Line, puisque la Yamanote Line, tu rentres dans les quartiers de Tokyo, tu te perds un peu dans les petites ruelles et tout, tu découvres des petites choses. Mais Tokyo Yokohama, vu que ça relie 2 grandes villes, t'as pas vraiment de quartier dans lesquels tu vas rentrer ou quoi que ce soit. Tu vas juste suivre un grand axe routier. Donc à réserver pour l'entraînement, quoi. Sinon, c'est pas top en soi. Le seul délire qu'on s'est tapé, parce que j'étais pas seul, je l'avais fait avec un pote, on s'est dit, en fait, on était parti à 6h du matin depuis Tokyo, dans le nord de Tokyo, station d'Ueno, et on était vraiment fatigués comme pas possible, parce qu'on n'avait pas dormi la veille, quasiment. Et au bout de 3 heures de marche, on arrive dans le sud de Tokyo, à Shinagawa. Et là, je regarde mon GPS, je regarde Google Maps, et je sais plus, je crois qu'il nous disait, il faut 6 heures pour arriver à Yokohama ou un truc comme ça. Et on est parti dans le délire de faire mentir Google Maps. D'aller plus vite. Ouais, d'aller plus vite, c'est ce qu'on a fait. Moi, je me suis dit quand même, pour le faire mentir, t'aurais pu aller plus lentement. Ça l'aurait aussi fait mentir et ça aurait été plus simple. Ouais, mais c'était moins fun aussi, ça prend plus de temps. Ah oui, bien sûr. C'était pour rigoler, tu sais, je vois. Pour faire mentir Google, j'ai été plus vite. Mais je me dis, t'aurais pu aller plus lentement, ça aurait été plus simple. Ouais, ça aurait pu être simple. 33 jours. Voilà, c'est ça. Ouais, donc défi physique, quoi. Ouais, franchement, Tokyo Yokohama, si tu veux faire ça en mode touristique, ça sert à rien. Perte de temps. C'est juste défi physique, c'est tout, quoi. Une autre grande marche que tu as fait, par contre, c'est Tokyo à Nikko, plus loin que le mont Fuji, hein, pas à quelques kilomètres près, hein, c'est un peu, ouais 157 kilomètres, t'as marqué. C'est ça. Donc à peu près 10 kilomètres de plus, en comptant que tu te trompes pas de route. Ouais, c'est joli ça, alors je pense que là t'as plus de nature quand même. Eh ben non. Non? Mais y a pas de nature au Japon, tu nous racontes quoi là? Ouais, parce que... Le mec, il est capable de marcher 2 semaines au Japon sans voir un arbre, quoi. Surtout qu'il y a 80% de montagnes dans ce pays, là. Donc j'ai dû choisir les pires routes possibles, en fait. Ouais, tu fais du slalom entre les montagnes, en fait. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai choisi les mauvaises routes, hein, je crois. En fait, j'ai pas de chance. Donc vous avez compris, hein, ne suivez pas Tunimal, ne suivez pas Ala, il fait n'importe quoi. Ne faites pas ce que je dis et ne faites pas ce que je fais. Non mais c'est bien que tu testes les trucs qui ne fonctionnent pas et comme ça nous on va tester d'autres trucs qui eux fonctionneront. Moi je trouve que c'est bien, ça fait partie de l'essence même du blogueur, tu vois, de faire les conneries à la place des autres. Comme ça les touristes eux ne perdront pas de temps. Non mais bon, on rigole comme ça, mais ceci dit là tu as quand même décrit quelques
quelques rencontres que tu avais fait pour le coup, des trucs intéressants à dire sur cette route-là, sur les gens que t'as rencontrés? Franchement, c'était beaucoup plus fun celle-là. Cette marche. Tout à l'heure, tu te rappelles, je te disais, j'avais fait pour aller au Fuji, j'avais emprunté la Tokaido. En fait, il faut savoir que t'as 5 routes au Japon qui relient Tokyo, donc qui relient l'ancienne capitale. Tokyo avant s'appelait Edo, et t'avais 5 routes qui allaient jusqu'à Edo. Donc t'avais la Tokaido qui partait de Kyoto, et t'en as une autre des 5 qui partait de Nikko, et qui elle s'appelle la Nikko-Kaido. Et donc là, avec un pote photographe, on s'est dit, bah tiens, on va faire Tokyo-Nikko à pied en passant par la Nikko-Kaido. On est parti un peu la fleur au fusil en se disant que Nikko-Kaido, route historique, on va passer dans des lieux historiques, on va passer dans pas mal de nature. Il a fallu qu'on attende le dernier jour pour avoir la nature. C'est comme ça qu'on apprend. Une escroquerie. On a marché tout le long, hein, mais vraiment tout le long, au bord de National. Tu sais, des grandes routes avec quatre voies, quoi. Ouais, on voit bien sur tes photos, ouais. Il y avait que ça. C'était plat. Donc au moins, tu te fatigues pas, tu te casses pas les genoux avec des pentes à 10, 12, 14%. C'est plat. Il n'y a pas plus facile que ça. Mais c'est chiant. C'était vraiment, comparé à Tokyo Fuji, c'était beaucoup moins intense et c'était beaucoup plus chiant en termes de marche. Pas en termes de fatigue, mais en termes de décor, je dirais. Ouais, c'est un peu lassant ces bords de route, hein, quand même. Ouais. Encore là, ça va, j'étais pas tout seul, donc tu vois, avec mon pote, on se tapait des petites barres de rire, on partait dans le délire tout seul. On sait pas pourquoi, mais dès le premier jour, on s'amusait à photographier parce qu'on trouvait des gants, perdus par terre et tout. Il y avait des gants, tu sais pas pourquoi. Donc on commençait à prendre des photos de ça et tout. On partait vraiment dans des délires. Je crois que ça, c'est le début de la folie, là. Il faut pas que tu refasses des trucs comme ça, là. Tu vas nous faire des expériences photographiques très très bizarres dans tes prochaines marches. Je pense aussi, ouais. Là, c'était bien parti là, sur ce coup-là. Mais sur cette marche là où, parce que tu parlais des rencontres tout à l'heure, tu me disais qu'on avait fait plusieurs rencontres sur celle-là, et ouais, c'est le cas. Parce qu'en fait, comparé aux toutes les autres marches que j'avais fait, sur celle-là, déjà, j'étais beaucoup mieux équipé. Et en fait, sur nos sacs à dos, on avait pris un carton qu'on avait plastifié, et dessus, on a écrit en japonais qu'on était en train de faire Tokyo Nikko à pied. Mm-hmm. Et on l'a écrit en super gros, donc il y a eu énormément de curieux, quoi. Et des scènes, franchement, mais hallucinantes, hein. Entre les Japonais qui nous klaxonnent en voiture, les autres qui s'arrêtent pour nous féliciter. Il y a une petite vieille, à un moment, j'ai halluciné, hein. C'était le matin, on n'avait pas encore pris le petit déjeuner. On voit une voiture qui s'arrête devant nous, une petite vieille qui descend au courant avec un sac avec une dizaine ou une douzaine de clémentines et qui nous les donne et qui repart comme ça, ni vu ni connu. C'est sympa de donner 2 kilos de trucs à porter à des marcheurs le matin, déjà. C'est ça, ouais. La haï, tu vois. Ok, mais c'est mignon quand même, je pense. Ça parle de bons sentiments. Bon, du coup, alors, tu provoques un peu l'interaction en faisant ça. C'est ça qui est peut-être plus intéressant que dans tes autres marches où t'es juste un mec qui marche, en fait. Ouais. Là, on s'est rendu compte qu'en fait, le panneau, c'est hallucinant. Dès que les gens, ils voient ce que tu fais, les Japonais, surtout vers Tokyo et tout, ils ont la réputation d'être froids. Mais dès qu'ils voient que tu pars dans un effort comme ça et que tu veux aller au bout et tout, ils sont tous sauf froids, quoi. Ils viennent vers toi, ils parlent avec toi, ils te donnent des petits trucs. On a se donné énormément de trucs, hein. Par exemple, une fois, on était assis avec mon pote, c'était l'un des derniers jours. On était devant un 7-Eleven, je sais pas si tu connais. Oui, il y en a partout, hein. C'est supérette, un peu. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, on était calés devant, tu vois, il y avait une petite table avec 2 chaises, on était en train de manger, on s'était acheté un repas. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on n'aurait pas dû acheter le repas, hein. Puisqu'on avait les sacs qui s'étaient posés à côté, et donc les panneaux sur lesquels c'était écrit qu'on allait à Nikko à pied, c'était visible. Mm-hmm. Tous les Japonais qui s'arrêtaient, ils rentraient dans le 7-Eleven, ils nous achetaient un truc à boire ou à manger, et venaient nous le donner. C'est sympa, là. Ouais, c'était super cool. On aurait pu squatter là-bas et bouffer à l'œil toute la journée, si on voulait. Mais c'est pourquoi tu penses? Est-ce que c'est le fait d'avoir justement une réalisation quand même physique, hein, de le faire? Est-ce que c'est parce que vous êtes étranger, parce qu'ils vous ont pris pour des clodos puis ils vous ont donné à manger? Enfin, pourquoi, tu vois, il y a eu cette interaction-là? Non, je pense que c'est vraiment le côté physique, parce que les Japonais, ils ont cette mentalité de toujours vouloir aller au bout de ce qu'ils font. Ouais, justement. Ce qui est le cas, en l'occurrence. Et ils ont une grosse admiration pour les gens qui vont au bout, tu vois. Mm-hmm. Je pense que c'est pour ça, ils voulaient nous soutenir et tout, et aussi parce que le fait qu'on est étranger, donc ça joue pas mal, parce qu'on faisait quand même une route qui est assez symbolique, la Nikko-Kaido. Donc je pense qu'ils voulaient nous soutenir un peu par rapport à ça. Enfin, c'était assez sympa, quoi. Maintenant, j'ai décidé, à chaque fois que je ferai une marche, je ferai un panneau dans lequel je vais écrire ce que je fais, parce que ça te permet de rencontrer justement énormément de gens.
Même si t'en as toujours qui hallucinent et qui croient pas à ce que t'es en train de faire. Ouais. Non, mais c'est intéressant, hein. Je me suis demandé, je sais pas si t'as les mêmes interactions comme ça en Europe, si tu le fais, ou en Suisse. Parce que tu vois, en Suisse, les gens sont, comme t'en parles, ça me fait quand même un petit peu penser aux Japonais, tu vois, où chacun regarde dans son sens, où on est très dans nos trucs, tu vois, et c'est même presque par politesse qu'on va jamais t'interrompre, tu vois. Ouais. Et je me demande si t'as un truc sur ton sac à dos, justement, si ça marche, si les gens, du coup, viennent plus vite vers toi, quoi. Bah tiens, t'as trouvé une idée d'article, là, où tu vas prendre un panneau, tu vas écrire que t'as fait un truc et tu vas essayer. Je vais faire semblant de partir à Tokyo à pied, puis je vais me promener comme ça à Berne avec mon sac à dos. Oh, ça pourrait sûrement être rigolo, hein. Mais c'est ce qu'on s'est dit avec mon pote, tu vois, parce que à l'époque, tu sais, quand on a fait Tokyo Nico, on était encore dans Tokyo, tu vois, c'était le jour du départ, et on avait écrit on fait Tokyo Nico à pied. Et dès Tokyo, les gens commençaient à nous interpeller, à nous dire gambate, tu vois. Gambate, ça veut dire vas-y, fais-le en japonais, c'est pour te soutenir et tout. Ouais. Et on s'est dit, mais en fait, on devrait trop faire un panneau genre, on est parti de Okinawa, donc qui est tout au sud du Japon, jusqu'à Tokyo à pied, et marcher dans les routes tu sais, dans les rues de Tokyo, quoi. Voir si les gens ils vont croire qu'on est vraiment venu depuis Okinawa à pied. Ah, mais c'est certain, ça. Ah, ça pourrait être une bonne expérience pour voir comment les gens réagissent, justement. Bah, on se demandait si on devrait pas faire ça, tu vois, parce que les gens, tu sais, ils viennent, ils t'interpellent, ils te donnent des petits trucs et tout. On s'est dit, genre, si on peut devenir des stars, en fait, juste en marchant dans un quartier de Tokyo et en faisant croire qu'on était venu d'Okinawa, quoi. Moi, je suis sûr que je suis sûr aussi, ouais. Ce serait pas mal comme expérience. Ça pourrait être drôle, ouais. Ça pourrait être drôle de voir comment les gens réagissent. Ok, bon, bah, j'espère qu'on va pas donner trop d'idées aux auditeurs, hein. Ils vont voler tes idées d'articles, là, ça va pas du tout, ça. Ah, là, c'est pas sérieux, ça. Pas du tout, là, c'est dangereux, ça. Ouais. Bon, d'accord. Alors voilà, hormis le petit côté comique, c'est sympa et je pense que c'est une bonne idée. Dernière chose qu'on a appris sur toi sur l'avant-dernière, j'ai envie de dire, c'était justement que tu as été sur la route des Sakura. Alors c'est quoi ça comme idée? Bah les Sakura, je sais pas si tu connais, grosso modo. Ben vas-y, explique-moi. C'est pour faire simple, c'est les fleurs de cerisier, hein. Les Japonais, ils adorent ça, ils trouvent ça super beau. Ah mais c'est beau quand même. Ouais, c'est super beau. Parce qu'ils ont énormément de cerisiers, mais tu sais pas les cerisiers qui donnent des cerises à la fin, juste pour les fleurs. Mm-hmm. Et c'est magnifique à voir. Et en fait, les Japonais font comment ça s'appelle, des hanami. Hana, ça veut dire en japonais, hana, ça veut dire fleur, et mi, ça veut dire regarder. Donc, grosso modo, ils s'installent en dessous des cerisiers, ils boivent de la bière à gogo, ils font semblant d'admirer les fleurs. Mais ils boivent de la bière à gogo. C'est sympa. En fait, c'est comme s'ils regardaient du foot. Ouais, quoi. Mais sans le ballon et sans les joueurs de foot. Mais avec les bières. Et donc ouais, moi je me suis dit, bah tiens, je vais faire une petite marche d'entraînement un peu différente parce que les autres c'était quand même physique, tu vois. Il y avait pas trop de photos, pas trop de vidéos, rien du tout. Et donc je me suis dit, bah tiens, ce que je vais faire, c'est que je vais repérer tous les plus gros spots à Sakura de Tokyo et je vais marcher entre eux. Je vais aller les rejoindre et tout. Et c'est ce que j'ai fait sur peut-être 3 ou 4 jours. J'ai dû faire à peu près 80-90 km à pied, comme ça. Et le but, c'était essentiellement de prendre un peu des photos, d'essayer de rencontrer des gens, faire un peu de vidéos et tout, mais plus pour du test que pour... Pour le défi physique. Ouais. Et là, t'es resté à Tokyo. Ouais, là, je suis resté à Tokyo entièrement, du début à la fin. Ouais, mais dans des espaces de verdure, du coup, puisqu'il y a ces cerisiers. Essentiellement. C'est chouette, c'est une bonne idée ça. Alors on n'a pas, en tout cas à cette heure-là, tu n'as pas encore linké l'article, mais au jour où le podcast sortira, il y aura certainement des photos, je pense. Je sais pas s'il y aura vraiment un article ou des photos ou une vidéo dessus. Mais on veut des photos maintenant. T'as dit à tout le monde que t'allais le faire. Ouais, mais c'était plus un entraînement qu'autre chose. Non mais on se charrie. Hein. Mais, je sais pas. Tu me payes pour les voir? Ben ça dépend combien, tu sais, je suis suisse, donc ça dépend combien. Une photo d'Aala, ça doit valoir son pesant d'or, hein, je pense. On en discute après en privé, parce qu'après les auditeurs vont savoir qu'il y a des grosses affaires d'argent entre nous, ça va pas du tout. Personne va te soutenir, sinon si tout le monde sait qu'on est très très riche grâce à nos blogs. Trêve de plaisanterie quand même, je trouve que c'est très intéressant. Et puis avant de passer à ton Cap 10 000, qui est vraiment un joli projet, je trouve. On avait parlé avant, alors je me souviens plus de cette agence-là, mais qui faisait un peu des safaris photos sur Tokyo, et je trouvais que c'était aussi une bonne idée dont j'avais pas entendu parler. Tu peux nous en dire un peu plus, vu que toi t'as un peu testé. En fait, il s'appelle David Michaud, c'est un auteur, photographe et journaliste spécialisé sur le Japon. Il a déjà publié, je crois, si je me trompe pas, 6 livres. Je sais qu'il va écouter l'émission, donc David, si je me trompe, ne me tue pas, parce que s'il écoute pas l'émission, là je l'en voudrais.
Ouais, donc je crois qu'il a publié 6 livres, dont un qui est super connu, qui s'appelle tout simplement Japon. Et il habite à Yokohama, donc à côté de Tokyo. Et il fait des Tokyo Safari, c'est-à-dire qu'il te prend, en général, 1, 2, 3, 4 personnes maximum, et il va t'emmener essentiellement à pied tout autour de Tokyo, et il va te faire découvrir un peu son Tokyo à lui, des petits trucs qu'on connaît pas trop, que les guides ne présentent pas vraiment et tout. Et ça va essentiellement tourner autour de la photo. Donc il va t'apprendre à prendre des belles photos et il va te montrer les plus beaux spots photographiques de Tokyo. Et c'est juste excellent, quoi, comme concept. Mais C'est vraiment sympa, excellent. ça. Ouais. J'aime bien, puis ça te permet aussi d'être avec quelqu'un qui, pour le coup, est sur place et peut t'expliquer un peu comment ça fonctionne, comment la vie est. T'as un vrai contact humain, plutôt que se déplacer soi-même en métro, puis d'aller faire une photo, et puis de repartir tout aussitôt, quoi. C'est intéressant comme ça d'être intégré dans la vie. Et t'as plusieurs safaris comme ça, où tu lui dis ce que tu veux voir, comment ça fonctionne? Il n'y a pas de circuit précomposé, tu vois. Tu le contactes et tout, et tu lui dis, bah voilà, moi j'aimerais bien découvrir tel et tel genre d'aspect sur Tokyo, par exemple. Et il va te dire, ok, et tu vas le retrouver à 9h du matin, il va t'embarquer et il va t'amener un peu dans les quartiers qui correspondent à ce que tu recherches, en fait. Grosso modo, et après il va t'expliquer un peu et tout, et t'apprendre à prendre la photo. Mais son truc, il marche tellement bien que maintenant il fait aussi le Yokohama Safari, donc qui est la ville d'à côté, la deuxième plus grande du Japon. Il s'est un peu externalisé, il a 2 associés, donc un à Osaka, qui est à côté de Kyoto, et un à Hiroshima. Et donc eux aussi font des safaris par là-bas. J'ai testé celui de Osaka et pareil, quoi, franchement, ça déchire comme truc, hein. Les gars, ils sont super cool, c'est des potes, tu tapes des barres de rire avec eux, t'emmènes un peu de partout, ils t'expliquent leur vie et tout sur place, c'est énorme, quoi. C'est un bon concept, hein. Ils le font dans plusieurs villes au monde, hein. J'avais déjà entendu, je savais pas qu'ils le faisaient aussi à Tokyo, mais c'est vraiment hyper intéressant, c'est une façon de découvrir, et puis c'est un peu moins ennuyant, je trouve, que la visite où on t'emmène à un endroit puis on t'explique. Puis là, en plus, si on aime la photo, ça peut être un bon moyen d'apprendre un peu puis de s'en sortir avec quelques jolis clichés. Moi, j'aime bien ça. On mettra, tu me donneras les liens, je les mettrai sur la page de l'émission pour les auditeurs que ça pourrait intéresser. Mais je pense que c'est un chouette truc. Alors, voilà, dernier non, pas petite chose, grande chose plutôt, c'est ton cap 10 000. On a évoqué un peu au début, 10 000 kilomètres au Japon. Pourquoi tu le fais, déjà? Qu'est-ce que c'est le concept qui se cache derrière ça? Bah, le concept, grosso modo, c'est le chiffre 10 000, hein. Donc, ça cap 10 000 Japon. Donc, pour faire simple, 10 000 kilomètres à pied autour du Japon, 10 000 photos, 10 000 secondes de vidéo, et aller à la rencontre de 10 000 Japonais, avec pour but de montrer 10 000 facettes différentes du Japon. Ouais, alors moi, je me suis dit que les 10 000 kilomètres, bon, ça prend du temps. Les 10 000 vidéos, 10 000 photos, c'est faisable, mais les 10 000 rencontres, alors ça, moi, je me dis que ça va être chaud, hein. Surtout quand tu me parles du Japon, que c'est pas forcément évident de rencontrer les gens, enfin d'aller au contact. Ça va être quasiment impossible, mais j'aime bien les défis. Ouais, puis en même temps, tu nous as parlé, enfin là, je pense que tu vas avoir, je sais pas, un sac à dos avec un drapeau, des trucs qui clignotent, avec marqué je fais 10 000 kilomètres. Non mais, bah, tu vois, je veux dire, t'as aussi un moyen là de provoquer la rencontre, hein, peut-être ce qui était pas possible quand tu t'es à Tokyo avec ton tout petit sac à dos, quoi. Bah là, en fait, déjà, je commençais un peu à réfléchir à tout ce qui va être logistique et autres. Tout à l'heure, je parlais un peu de Jean Beliveau, qui avait fait son tour du monde à pied. Et lui, il avait utilisé une poussette de place. Tu sais il avait enlevé le siège de la poussette et il l'avait modifié et il avait marché avec. Et je pense que je vais faire un peu pareil que lui. C'est un petit chariot, quoi, en fait. Ouais. L'avantage, c'est que j'ai plus à transporter quoi que ce soit sur mon dos. À part quand je vais rentrer sur les zones montagneuses où là, j'enverrai la poussette par transporteur à la ville d'après et moi, je partirai avec un sac à dos là à ce moment-là. Et en fait, à la poussette, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un piquet avec un panneau. Je vais essayer d'en trouver un métallique si possible, sur lequel je vais écrire mon projet, en fait, pour espérer que les Japonais soient curieux et viennent à ma rencontre, provoquer plus de rencontres. Ben là, déjà, si t'as un chariot à côté de toi, oui, tu provoques déjà beaucoup plus la rencontre, hein, parce qu'on se dit, ce mec-là est en train de partir loin, enfin, de faire vraiment quelque chose, quoi. C'est intéressant, puis toi, ça te permet aussi de mettre du matériel, photo, ordinateur et tout le chenille, je pense, pour... Tu pars plus d'une année, hein. 500 jours minimum. Ouais. 20 km par jour, à peu près. Donc ouais, 500 jours minimum. Alors, hormis le côté de la rencontre, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que tu vas dans la lenteur, entre guillemets, hein, parce qu'il faut quand même marcher, en tout cas, 4 heures par jour, hein, pour avoir ces 20 km. C'est justement de prendre le temps, justement de découvrir des autres endroits du Japon. Je suis assez content de ça parce que il y a beaucoup de pays qui sont comme ça, on a l'impression de les connaître. Puis en fait, quand on va dans le détail, on sait pas comment les gens vivent, on sait pas comment... on se rend compte qu'on n'en sait pas grand-chose finalement. Donc ça va être très intéressant de te suivre là-dessus. Il y a moyen de... si on veut te soutenir d'une quelconque manière, il y a moyen de le faire. Bah déjà en suivant le blog,
Ça, c'est une bonne façon déjà pour l'instant. Après, je vais voir, parce que je reçois énormément de demandes ces temps-ci de personnes qui voudraient venir marcher avec moi de temps en temps. Ouais, ça fait comme dans Forrest Gump après, tu vois. Ouais, je vais me retrouver avec une foule de 10 000 personnes à marcher avec moi. Et puis surtout toi avec une très grosse barbe comme ça, ça serait drôle. Ça. Faudrait que je me filme du début à la fin. Enfin, tu sais, que je prenne au moins une photo du début à la fin. C'est une photo par jour, tu sais, où tu vois l'évolution. Ouais, comment je suis passé d'un être humain à un gorille. À une bête étrange qui erre sur les routes du Japon. Je crois que je vais me faire arrêter avant de terminer là. Embarqué. C'est possible, ouais. Enfin, en tout cas, c'est un projet que je suis impatient de voir réaliser. Hein. C'est un gros truc quand même, de prendre autant de temps. C'est toute une organisation et tout. On est impatient de te suivre. On va de toute façon, les auditeurs, vous aurez tout ce qu'il y a à suivre sur voyagecast.ch hein, si jamais. Mais en tapant geijininjapan.org, vous arrivez directement sur le site de Tunimal et vous avez tout ce qu'il faut, notamment une section qui parle justement le Japon à pied, qui je suppose va être extrêmement remplie à partir de 2015 en tout cas. Bah là en fait elle va se remplir encore un peu dans les mois à venir parce que je t'annonce un peu en avance. Hein. Si tout va bien cet été, je vais repartir sur une des 5 routes historiques. Donc j'en ai déjà fait 2, comme on avait dit tout à l'heure. Là je vais en faire une 3e et aller jusqu'à au minimum Karuizawa, donc Tokyo Karuizawa. Là c'est à peu près 200 ou 220 km cette fois. Ah ouais, donc quand même 50 à 70 km de plus que ton plus gros trajet, quoi. Et là, c'est quasiment entièrement en montagne. Ah, d'accord. Ben, comme ça, on pourra dire à nos auditeurs qu'il y a autre chose à voir que des gros buildings au Japon. Non, c'est ce que je crois pour l'instant. Attends que je vérifie, que j'aille faire la route. Après que j'ai fait la route, on confirmera ou pas. À mon avis, il faudrait te mettre un truc des Google Cars là sur ton sac à dos. Comme ça, on verrait tout en direct et en 3D, tu sais. Ça pourrait être sympa, ça. Ouais, grave. Je vais appeler Google, tu vois, je vais bosser pour eux. Ben sur ton chariot, tu sais, mais tu sais que, enfin, sans délirer, hein, alors c'est pour les endroits où tu peux pas aller en voiture, hein, mais il y a ces espèces de chariots que tu traînes derrière le vélo, mais qui sont super lourdes, hein, avec justement une caméra qui tourne là pour faire du Google Street. Ouais. Je sais pas ça. Si. Et ils ont même fait des sacs à dos justement où tu peux te promener dans la forêt, sur des chemins forestiers, sur les pistes de ski et tout ça. Enfin, mais bon, ah ouais, t'as quand même, ils avaient fait la demande, ça fait pas longtemps, et je crois que t'as quand même 17 kilos à porter, tu vois, entre les batteries pour le machin et tout. J'avais vu une demande passer comme ça il y a quelques mois, on me disait ouais. Ben c'était ça. Des sportifs extrêmes qui aiment bien aller dans des endroits inexplorés et tout pour filmer pour nous, quoi. Ouais, enfin, c'est Google, hein, mais d'un côté, pourquoi pas essayer, hein, je veux dire. Moi, je suis pas sportif extrême, moi, je marche sur les routes. Ouais, mais bon, il y a sûrement pas tout qui est sur Street View. Enfin, bon, bref. On délire un peu là quand même, hein. Mais mais c'est chouette, impatient de suivre ce que tu vas faire, impatient de suivre ce que tu vas faire cet été. En tout cas, c'était sympa de te recevoir sur Voyage 4. J'espère qu'on vous a donné envie d'aller vous balader un petit peu sur Tokyo. En tout cas, je pense que même si tout n'est pas réalisable et forcément à réaliser pour ceux qui vont à Tokyo, par exemple le tour de la Yamanote Line là, moi je trouve que c'est un bon truc. Si on fait une semaine à Tokyo, pourquoi pas. Perso, moi je le recommande sur 2 jours. Prends ton temps, tu fais la moitié le premier jour et tout, tu profites et tu fais la deuxième moitié le deuxième jour, c'est à faire. Ouais. Eh ben promis, le jour où j'irai à Tokyo, je ferai ça et je boirai un café ou une bière avec toi entre deux. Ok, je t'attends. Ça marche, rendez-vous est pris pour on sait pas quand, mais c'est ça qui est rigolo avec les rendez-vous de voyageurs. Ça finit toujours par se réaliser, mais on sait pas où ni quand. Alors on se dit à la prochaine, à Ala, et puis entre-temps, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Je sais pas, bonne nuit, je suppose. Ouais, quasiment, ouais, bonne nuit. Quasiment. Et puis sinon, bonne marche. Allez, ciao. Ciao. Pour la 4e fois dans son voyage à travers l'Amérique, Forrest Gump, le jardinier de Greenbow en Alabama, va franchir à nouveau le Mississippi dans la journée. C'est pas possible. Pourquoi courez-vous, monsieur? Pourquoi vous courez? Vous faites ça pour la paix dans le monde? Vous faites ça pour les sans-abri? C'est pour le droit des femmes que vous courez? Pour l'environnement, Ou pour les animaux? il ne voulait pas croire que quelqu'un puisse être assez bête pour courir autant sans raison. Pourquoi faites-vous ça? J'ai juste envie de courir. J'ai juste envie de courir. Et encore merci à Ala d'avoir participé à cette interview. C'était vraiment très chouette de parler avec lui. J'espère qu'on vous a donné envie d'aller marcher un petit peu au Japon. Les liens vers son blog, vers la partie qui est consacrée à la marche au Japon, sont sur les notes de l'émission sur voyagecast.ch. Vous avez aussi la petite vidéo qu'il a fait pour présenter son projet 10 000 et quelques autres liens dont on a parlé dans l'émission. N'hésitez surtout pas à aller visiter son site et à lui poser des questions.
si vous faites prochainement un voyage au Japon. Le film de cet épisode, puisqu'il n'y en a qu'un, c'est évidemment Forrest Gump, dont on a parlé pendant le podcast. J'adore ce film et puis cette scène où il marche est vraiment emblématique du film. J'aime beaucoup et notamment la bande-son du film est vraiment exceptionnelle à regarder si ce n'est pas déjà fait bien sûr. Alors le prochain épisode, comme je l'ai dit au début, ce sera les réponses à vos questions. J'en ai déjà reçu des très intéressantes sur voyagecast.ch et par Twitter. Il y en a vraiment des très bien qui nécessiteront d'assez jolies explications. En tout cas, j'essaierai de donner des bonnes explications. Vous avez des questions? N'hésitez pas, voyagecast.ch, @voyagecast sur Twitter ou voyagecast sur Facebook. Je répondrai à toutes vos questions. Comme d'habitude, on se quitte sur un bon morceau de musique. Cette fois-ci, il s'agit de l'artiste Binaire Pilote, que j'avais déjà passé sur Voyagecast. Le morceau s'appelle Tokyo Matrix 3000, pile dans le podcast. Vous verrez aussi que dans le prochain podcast, il y a un vrai lien qui est fait avec Voyagecast de l'album Robot Wars. Vous pouvez trouver toutes ces musiques gratuitement et légalement sur Internet. Je mettrai aussi le lien sur l'article de Voyagecast. On se dit à dans 2 semaines et en attendant, voyagez. À ciao, bonsoir.